On va continuer maintenant. J'aimerais vous présenter notre nouvel invité. Il a 11 ans, il publie ses dessins sur les réseaux sociaux et il nous a tous marqués ici à la Grande Galerie Francophone. À partir de quel âge peut-on devenir artiste? Basile Alaoui est notre invité. Salut Basile et bienvenue. Je te présente Isabelle Carré et toute la bande. Installe-toi. On a découvert, Basile, tes dessins que tu postes sur les réseaux sociaux et honnêtement, on a été scotchés. À quel âge est-ce que tu as commencé à dessiner? Du coup, moi, j'ai commencé à dessiner à 6 ans. C'est ma maman qui m'a appris à dessiner pendant le Covid-19. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas dessiner. Et aussi, je me suis mis à dessiner pour pouvoir réaliser mon rêve, Oui. aller au Japon. Ah oui, d'accord. Oui. Donc toi aussi, tu es un rêveur. Il y a aussi le Japon, tant de points communs. Oui. Explique-nous pourquoi aller au Japon? Parce que le Japon, c'est mon pays de rêve déjà. Oui. Et j'aime bien la culture, la nourriture et les habits, quoi. Pour toi, Basile, l'art, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, l'art, c'est une activité où on peut exprimer nos sentiments. Donc, dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on a dans la tête. Et moi, je dessine surtout au hasard, quoi. Au hasard? Je prends une toile et je me pose même pas la question et je dessine comme ça. Spontanément. On voit d'ailleurs tes petits bonhommes, tes personnages qui s'affichent sur l'écran. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ça représente des femmes, quelquefois des femmes nues. Parce que pour moi, les femmes nues, c'est de la liberté pour moi, d'être différent. C'est très beau. Et Ali l'a dit, on Nathalie? a tous un coup de cœur. Et moi, je gentil. suis très heureuse de te rencontrer parce que j'adore ce que tu fais. Merci. Mais oui, on l'applaudit. Et c'est vrai que mais merci de répondre à cette question parce que je me demandais pourquoi tu peignais des femmes. Mais j'ai une autre question, en fait, c'est que des fois, tu peins en noir et blanc et des fois, c'est de la couleur. Et je me demandais qu'est-ce qui te faisait choisir entre la couleur ou le noir et blanc? Est-ce que tu le sais d'emblée ou c'est au courant de ton dessin là, que tu choisis? Avant de dessiner, je me dis tu vas faire en noir et blanc ou en couleur. Et direct, je me dis, on va faire comme ça, parce que sur la forme de la toile, quoi, je me dis, tu vas faire en couleur ou en noir et blanc. Et en fonction de la toile ou de ton humeur du moment? En fonction de la toile. En fonction de la toile, d'ailleurs, on va te voir dessiner puisque tu as apporté avec toi des toiles. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de devenir artiste très jeune. On a tous en tête le cas d'école, Mozart, évidemment, et la musique dès le plus jeune âge. En revanche, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'art, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent du tout. Moi, je ne connais pas d'artiste de l'âge de Basile. Alors, par contre, il y a eu, on sait tous que Picasso, enfant, à l'âge de 7 ans, commençait déjà à dessiner, qu'il a appris l'art de manière intense, il voulait devenir artiste. Il y a aussi un artiste belge très célèbre qui s'appelle Wim Delvoye, qui a fait une exposition il y a à peu près 3-4 ans qui s'appelait Early Works, travail de jeunesse, et c'était les œuvres qu'il avait fait, mais en tant qu'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à l'époque, il ne savait pas qu'il serait un artiste. Mais sa mère avait conservé tous ses dessins parce qu'elle se disait, il y a quelque chose. Tu peux dessiner quelque chose? Tu as quelque chose en tête? On va te faire beaucoup travailler pendant cette émission. Mais en tout cas... Tu me la redonnes à moi après, OK? Oui. On continue. Et si tu as envie de dessiner, en tout cas, n'hésite pas. Tu as tes toiles. Tu as évidemment ton feutre. Et tes étoiles. Et tes étoiles, comme le dit si bien Charlie. On va continuer maintenant avec la petite galerie. C'est signé comme chaque semaine par Karim Rarbage. Des diamants, des sphères et de la limaille de fer. Retour sur ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la petite galerie. Et on commence par le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Sarah Shakil, une artiste pakistanaise qui met littéralement des paillettes dans ta vie.
Yes, Sarah, elle cartonne sur les réseaux avec cette esthétique très personnelle et très kitsch, disons-le. Elle s'inspire de tout pour créer la pop culture, l'actualité, ses engagements politiques ou ses blessures intimes, mais aussi de thèmes beaucoup plus basiques. À la base, Sarah s'est fait connaître grâce à son travail de collage artisanal sur Photoshop, mais depuis que l'IA est entrée dans sa vie, elle va encore plus loin, c'est plus brillant qu'Alibadou, et si la plupart de ses créations sont numériques, elle travaille aussi sur des œuvres physiques avec de vrais diamants. Sarah Shakil, c'est notre fololo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Aujourd'hui, rendez-vous dans un lieu prestigieux pour les coulisses de la fabrication d'une œuvre d'art hyper stylée. Nous sommes au Panthéon. Yes, on accompagne l'artiste plasticien Nicolas Dauban pour la réalisation de sa dernière œuvre pour l'expo Ombre et Lumière, oui, comme l'album d'Ayam, qui rend hommage au grand monument de la France, le tout dans un grand monument de la France, c'est complètement méta. En tout cas, il y a une intensité. On est constamment en train de dialoguer avec le lieu, ça c'est certain. Ouais. Et Nicolas, ce qu'il fait, c'est assez fou. Il travaille un matériau particulier. C'est cette matière qui est en fait du métal réduit en poudre qu'il a récupéré à droite ou à gauche. Ce sont quasiment que des résidus d'usine. Et cette matière, il la dispose sur de grands panneaux sur lesquels il a placé des aimants. L'ensemble est repeint en blanc et la poudre de fer que je viens disposer dessus, on vient la faire basculer pour pouvoir en fait marquer et que la limaille de fer soit happée par le magnétisme. Et forcément, pour manipuler cette matière très volatile, Nicolas, il doit bien se protéger. Ce serait quand même bête de se coincer de la poudre de fer dans les sinus. C'est le côté obscur. Et oui, je raccorde avec Ayam, c'est un métier. Et niveau représentation imagerie, Nicolas, il a un univers bien personnel et très très spécifique. Je suis très intéressé par les lieux qui signifient la question de la contrainte. Je représentais des prisons. Fun! Et enfin, à l'issue de cette séance de mise en poudre spectaculaire, se révèle à nous sa dernière œuvre de 11 mètres par 4, qui représente donc un mirador. Un mirador de camp de concentration. Merci Nicolas et bravo pour ce travail brut et puissant. Et on termine sur une vraie dinguerie. Cette semaine, lumière sur Daisuke Samejima, un artiste japonais qui me fascine. Daisuke, il peint sur des sphères, des scènes de vie tokyoïtes ultra réalistes. Incroyable, c'est comme manipuler Google Street View en dur, mais Daisuke, il ne fait pas que des sphères qui tiennent dans la main, il peint aussi de grosses boules bien plus généreuses. Toutes ces compos sont des petits bijoux de perspective, les paysages restent impeccables quel que soit l'angle, alors que lui il croque ça à l'arrache avec les photos prises avec son téléphone comme simple repère. Et s'il peint des scènes aussi ordinaires, c'est un choix totalement assumé qu'il nous explique en interview. Je suis tombé très malade quand j'avais une trentaine d'années. J'ai passé 2 années à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la beauté des moments banals. Merci et bravo Daisuke. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Basile, où est-ce que tu en es ? Bah là, j'en suis au milieu. Au milieu, on peut voir... C'est beau, je confirme. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des femmes. Ben, Toujours des femmes. Margot et moi. C'est nous deux. Toujours des femmes. Voisines. Toi, t'es à droite, moi, je Des suis au centre. femmes nues. Il est temps maintenant d'accueillir notre prochaine invitée. C'est une artiste reconnue partout dans le monde et qui a su rester une éternelle rebelle. Elle s'appelle Nina Childress. Nina Childress, en 3 mots, c'est son portrait signé Damien Cabrespine. Nina Childress, en 3 mots. Mot numéro 1, punk. Nina Childress est une punk, une anticonformiste, une tête brûlée aux allures sages, une madone de la contradiction. Non. Chanteuse du groupe Lucrat Milk et membre du collectif Les Frères Ripoulin au début des années 80. Nina Childress aime titiller, déranger, désarçonner pour mieux révéler la beauté. De la vie et de la féminité. Mot numéro 2, pop. Nina Childress voue un culte aux grandes figures de la pop culture. Patrick Juvet ou Sylvie Vartan, Dalida ou Prince. Pour la franco-américaine, l'art doit être figuratif, mais toujours surprenant. Un peu provocateur aussi. Et enfin, mot numéro 3, fait. En juin dernier, Nina Childress a intégré l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Son prestigieux costume a été brodé par des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. En guise d'épée, Nina Childress a choisi une baguette magique qui révèle les olives phosphorescentes de sa veste. Pour qu'elle brille dans la nuit.
Avec des œuvres exposées désormais dans le monde entier, l'académicienne n'a pas fini de nous surprendre, mais surtout de nous enchanter. Merci à tous. L'artiste Nina Childress vient de s'installer à l'Académie des Beaux-Arts et elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour Nina Childress. Et bienvenue. Installez-vous sur le canapé de la Grande Galerie francophone. Vous avez vu votre vie, votre caractère résumé en 3 mots, punk, pop, fée. Bah, pas mal, oui. Quel mot vous préférez, ça vous va? J'aime bien le dernier, fée. Fée. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous êtes du côté de la magie, puisqu'en général, les académiciens, les académiciennes doivent choisir une épée. Vous avez refusé. Bah, je voulais pas une arme de guerre. Ça Oui. me semble quand même pas terrible, quoi, pour commencer en tant que femme à l'académie. Voilà. Bon, donc j'ai commencé à réfléchir. Et puis après, j'ai pensé à mon ami Jean-Luc Vernat, qui est le spécialiste des baguettes magiques. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ça, c'est sûr. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a d'ailleurs de nombreux élèves, vos élèves des Beaux-Arts qui sont avec nous. Les étudiantes et des étudiants, on dit plutôt que des élèves. Ce sont déjà des jeunes artistes. Ils sont à l'École des Beaux-Arts de Paris, oui, dans mon atelier. C'était un événement que vous vous installiez très officiellement à l'Académie des Beaux-Arts, justement, Nathalie. Oui, puis en fait, vous avez un parcours qui est aussi inspirant qu'éclatant et vous avez fait péter un plafond de verre en entrant à l'Académie parce que vous êtes, avec Tania Mourlon, parmi les 2 premières femmes à entrer à l'Académie, quand même. C'est quelque chose. Est-ce que vous savez combien de femmes ont été élues à l'Académie depuis la création en 1816? 17, donc, avec votre nomination, 17 femmes. Et je me demandais, qu'est-ce que le regard féminin apporte à cette institution, selon vous? Oh, il y a du travail à faire. Déjà, il faut qu'il change dans l'annuaire parce que j'ai reçu l'annuaire en début d'année avec les adresses de tous les académiciens de toutes les académies, parce qu'il n'y a pas que l'Académie des Beaux-Arts, mais disons, dans la section peinture, c'est vraiment parce qu'il y avait des femmes en chorégraphie, en cinéma, voilà, dans d'autres médias, mais en peinture, non, ça résistait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis présentée, pour être une des premières à être en peinture. Et donc, dans l'annuaire, ils avaient laissé messieurs. Oui. Avec tous les noms des académiciens. Il n'y avait pas mesdames, messieurs, il y avait juste messieurs. Voilà, le graphiste, il n'a même pas pensé qu'il y aurait pu avoir des femmes. C'est là qu'on se rend compte que finalement, même quand on rajoute des femmes ou des profils plus divers dans des institutions, en fait, la structure, tant qu'elle reste problématique, il faut la régler, quoi. Exactement. En tout cas, jusqu'au 22 novembre, Nina Childress, et merci d'être avec nous aujourd'hui. On peut voir vos œuvres dans le cadre d'une exposition à la Galerie Art Concept à Paris. Casting, c'est un hommage aux stars du cinéma. On y croise John Travolta, Farrah Fawcett, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, Justine Triet. Comment est-ce que vous choisissez ces icônes dont vous vous emparez à travers votre art ? Alors, c'est jamais de façon vraiment réfléchie, c'est plutôt une image de quelqu'un qui va m'inspirer, parce que mon travail, pour résumer, en fait, c'est vraiment plutôt, déjà, je pars d'une envie technique de faire telle ou telle chose, et je vais voir une image et je vais me dire, tiens, ça, je pourrais le faire comme ça. Par exemple, la peinture de Travolta que vous avez montrée, j'avais cette photo de Travolta avec un pull vert parce que le pull me fascinait et sa coiffure, enfin bref, tout un tas de trucs. Et à un moment, j'ai voulu faire quelque chose comme ça, simple, avec du vert, et je me suis dit, tiens, mais j'ai cette image, donc j'ai été la rechercher. Donc c'est pas une volonté vraiment d'hommage, etc., sauf dans certains cas, mais là sur casting, c'est justement pour ça que j'ai donné le titre à l'expo, c'est que c'est genre une sorte de casting improbable, de tableaux et de personnes, et il n'y a pas vraiment de scénario. On va aller se promener dans la galerie de la Grande Galerie francophone. Ça, par exemple, ce sont 2 tableaux que vous avez amenés d'un peintre. Ouais, de Bellini. C'est un des plus grands peintres de l'histoire de l'art et du monde. Et un des 15e siècle. 15e siècle. Et un des 2 tableaux a été peint au 15e siècle. Et la seconde œuvre a été imprimée dans notre usine il y a quelques mois, exactement. Et donc, vous faites le test pour savoir
qui saura reconnaître l'original de la copie parce que c'est reproduit à l'identique, c'est-à-dire qu'on voit les imperfections, on voit le tracé du tableau. D'ailleurs, j'aimerais bien que Hector... J'arrive, l'expert arrive. L'expert et Fabrice, venez les amis, les deux experts. Donc là, on a l'œuvre de Bellini. Ouais. Donc il y a l'original du XVe siècle et il y a la reproduction par John Dodland. Exactement. Ne me dites pas lequel est lequel. Et si vous trouvez lequel est le vrai. Et si vous trouvez lequel est l'original et la reproduction. Et vous avez déjà fait le test avec plusieurs 5. Ouais, on a fait le test. Et ils galèrent les deux là. Fabrice penche pour la gauche. Non, moi, Hector. Je pense que celui-là, c'est la production. Fabrice, je l'ai entendu chuchoter, c'est celui de gauche. La difficulté, c'est pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que dans les deux tableaux, il y en a un qui est plus lumineux dans les couleurs et l'autre qui est plus effacé. C'est l'éclairage. Ça, c'est la responsabilité de l'éclairage du plateau. Bon. Donc, on aurait tendance à penser, en définitive... Mais la proportion n'est pas tout à fait la même. Je pense que... Ah non, mais il faut y aller maintenant. Voilà, je pense que celui-ci, c'est l'original. C'est lequel? L'original est ici. Ah, donc bravo Fabrice. Fabrice avait raison. C'est donc à gauche que se trouve l'original de Bellini du XVe siècle. À mon avis, ça doit être école Bellini, ça peut pas être Bellini. Ah oui, c'est Serge Bellini. C'est Serge Bellini. Mais en tout cas... donc c'est vrai qu'il faut une vraie loupe et même plus que ça pour repérer. Alors je vais vous inviter à vous rasseoir, mais John, venez 2 secondes parce que vous travaillez aussi directement avec des artistes contemporains, Margot. Ils sont encore là-bas en train de discuter. Hein. Ils sont toujours en train de débattre du vrai et du faux, alors que John... Alors, différence entre copie et reproduction. Exactement. On peut pas nommer cela un faux, mais c'est pas un faux. C'est une reproduction. C'est dans un cadre légal qui est très précis où en fait on respecte les lois et les règles des reproductions. On a un contrat avec le ministère de la Culture français. Vous êtes donné l'autorisation de faire un faux, quoi. On donne l'autorisation de faire une copie ou une édition ou un multiple. Et en fait, c'est rendre l'intensité de l'art et c'est rendre la possession de l'art accessible à tous. Nina, on a avec nous la chance d'avoir l'un des meilleurs historiens et critiques d'art. Il nous dévoile les secrets des œuvres. C'est le 5 minutes chrono d'Hector Obal. Salut Hector, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Tout simplement d'une œuvre du Louvre. Au Louvre, c'est comme partout, les tableaux s'abîment, les vernis jaunissent. Et heureusement qu'il y a des musées qui prennent soin de leurs œuvres. Il y en a notamment une qui est d'un certain Van Eyck, que je suis allé voir parce qu'on l'avait restauré pendant des mois et des mois. Pendant très longtemps, on ne pouvait pas la voir. Un des chefs-d'œuvre de Van Eyck et un des chefs-d'œuvre du Louvre. En fait, c'est dans une petite salle. Qu'est-ce que c'est un peu que cet ensemble de salles? Ce sont ce qu'on appelle les primitifs flamands. Les primitifs flamands, ce sont ces artistes qui, dans les années 1420, alors que les Italiens avaient déjà inventé la peinture depuis déjà plus d'un siècle, reprennent la main. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts en texture, ils sont plus forts en dessin, ils sont plus forts en minutie. Ils savent rendre des affaires comme vous voyez le marbre, le velours, quoi d'autre encore, la pierre, des choses comme ça. Il y a un seul truc où ils sont pas tellement plus forts que les Italiens, c'est la séduction féminine. Et ça, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ils sont moins... Ça les intéresse pas, la séduction. Vous voyez, ils sont flamands. Je rentre dans ce tableau-là, que vous connaissez peut-être, qui fait donc seulement, je crois, quelque chose comme 50 ou 45 cm de haut, et qui est donc un ouvrage de minutie. De quoi s'agit-il? Il s'agit là du monsieur, une sorte de chanoine, mais pas exactement, qui est un homme politique, qui est un émissaire du duché de Bourgogne, et qui a demandé au Christ, ou plutôt à la Vierge, d'apporter le Christ pour qu'il le bénisse. Évidemment, le Christ n'a pas obéi, évidemment, la Vierge n'a pas obéi, puisque tout ça, c'est tout simplement une commande à l'artiste en disant « tu me mettras le Christ devant moi » dans l'autoportrait qu'il a commandé de lui. Très bien. Il faut comprendre d'ailleurs que lui, il vient annoncer, en tous les cas, c'est son rôle, il vient annoncer l'annexion de ce qu'on appelle, pas exactement, les Flandres à cette époque-là, qui est une partie de la Belgique, une partie des Pays-Bas, puisque le duché de Bourgogne... Donc en gros, si vous regardez bien, d'ailleurs, le type, il ressemble un petit peu à Poutine, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le tableau parce qu'il y a un double discours. Évidemment qu'il y a un discours politique, mais je ne rentre pas dedans parce que vous l'avez compris. Mais regardez un petit peu les habiletés.
Là, vous avez un ange. L'ange, il est plus petit que la Vierge. C'est normal, il a la taille qu'il veut. C'est un ange. Il est parfaitement proportionné. Sauf que toute l'habileté, c'est de faire en sorte que la couronne qu'il tienne paraisse tout d'un coup monumentale dans ses petites mains. Ce qui fait qu'il a fait comme s'il avait fait un zoom dans le zoom. Il a mis en valeur son amour de la minutie et son amour du tout petit. Voilà pour l'ange qui vient couronner la Vierge. Descends un petit peu, tu vois la Vierge qui donc incarne une sorte de grâce de toutes les Vierges du XVe siècle. Et regardez, quand on le compare, par contraste, avec l'âpreté du pouvoir politique qui se trouve dans le visage de celui-ci, du chancelier. Et là, d'ailleurs, c'est typique. C'est typiquement, on voit bien, il fait penser à nos proviseurs pour ceux qui ont de mon âge, c'est-à-dire des gens un petit peu âgés. Vous savez, dans les années 70, on avait toujours un proviseur qui faisait peur à tout le monde. On n'écoutait pas ce qu'il dit. On était obnubilé par la verrue qu'il pouvait avoir là. Toute la sévérité du personnage se trouve là. Et puis, j'en arrive à la partie la plus belle du tableau, celle qui fait un peu penser à Cézanne quand vous regardez de près, lentement, la manière très minimaliste dont il peint les montagnes. Et on voit que c'est de la minutie partout, c'est-à-dire qu'il y a des personnages partout. Descends un petit peu pour qu'on voit, c'est incroyable. Il y a un côté où est Charlie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit des personnages partout, et ça plaît toujours beaucoup au grand public. Mais moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est que si je continue à descendre dans le tableau, je vois des choses qui sont assez étonnantes. Là, vous voyez 3 pans. Tu dis, tiens, pourquoi il y a 3 pans? Okay. Tu descends. Et puis tu vois qu'il y a 2 pies. Alors les pies peuvent exister dans la région des Pays-Bas, les pans, j'en doute. Et si vous regardez bien, vous avez là, entre le fût de la colonne et la base de la colonne, fais-moi un zoom dessus, vous avez quelque chose que je n'avais même pas vu à l'œil nu, des lapins écrasés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que viennent faire des lapins écrasés? Je suis allé dans toutes les églises d'Anvers et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lapin écrasé en relief ou en bas-relief entre le fût de la colonne et la base de la colonne. Alors pourquoi il a mis des lapins écrasés? Pourquoi? Alors je vais vous dire la vérité. Au fond du fond, j'en sais rien. Mais en plus, il y a des gens qui sont venus me voir. Mais je peux vous dire pour qui il l'a fait. Moi, je pense qu'il l'a fait pour sa femme. Il l'a fait pour ses amis. Je pense que les artistes parlent aux artistes. Il est allé voir, il a montré à Roger van der Weyden, tiens, regarde ce que j'ai fait, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais t'as vu, j'ai mis un lapin écrasé. C'est-à-dire que finalement, il est là le double discours de l'artiste. D'un côté, il répond à une mission, à une commande, etc. Et puis d'autre part, il développe son propre monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans son propre monde? Parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire, enfin, tu devrais savoir, le lapin écrasé, c'est un symbole de quoi? Du fait que, vous savez, le lapin, c'est le symbole du fait de faire beaucoup d'enfants. Hein, je m'exprimais un peu pudiquement. Et ça, l'Église catholique, elle n'en veut pas. Donc, elle te écrase le lapin. Vous voyez, il n'est pas écrasé n'importe comment. Il est écrasé à la façon de Tom et Jerry. C'est comme ça. Oui. Et pourquoi? Mais moi, je ne marche pas cette chose-là. Quand vous avez un message politique, religieux, moral, si vous voulez que la retraite soit à 45 ans, ou à 55 ans, ou à 65 ans, ou je ne sais quoi, vous ne l'écrivez pas en petit en défilant. Donc, fatalement, ça ne peut pas être ça. Donc, moi, je vais vous dire... En fait, il l'a fait non seulement pour sa femme, non seulement pour ses amis, il l'a fait, on pourrait dire, pour Dieu. Il l'a fait pour la postérité. Il l'a fait parce qu'il développe un monde imaginaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et dans son monde imaginaire à lui, il y a quoi? Eh bien, il y a des pans, il y a des pies et il y a des lapins écrasés. Merci. Ah, génial. Génial, Hector. On va ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation. Direction Bruxelles et le musée Magritte pour l'Empire des Lumières, chef-d'œuvre de ce peintre. Vous allez voir, c'est fascinant. On va se dire au revoir en musique, Isabelle. On vous a demandé quelle chanson vous mettez en joie et vous avez choisi, Charlie est là. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Isabelle Carré? Somewhere Over the Rainbow. Et après toutes ces couleurs que nous avons énoncées, je tombe que ça tombe sous le sens quand même, non? Vous voulez la faire avec moi ou pas? Moi, je sais pas jouer du piano. Et moi, je ne sais pas chanter, alors on va pouvoir s'aider.
They're the land that I heard of once in a lullaby. Le meilleur de la grande galerie francophone, c'est fini. On se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde et sur les réseaux. À suivre sur notre antenne, évidemment, le 64 minutes. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.